permettre l'accessibilité à votre lieu de travail. C'est tout un enjeu pour demain. Et où qu'on soit en France, alors là nous sommes à Nice, ou nous serons à Nice, donc effectivement on a une vision d'une grosse ville, mais pas très loin de Nice. Où est la limite de la ville? À quel endroit s'arrête la ville et jusqu'où on peut habiter par rapport à un centre-ville? Eh bien, c'est tout l'enjeu de demain et de la façon de travailler. C'est une chance de pouvoir être présent à la ville Nouveaux Horizons parce que Orpi est un acteur régional, un acteur qui intervient dans le logement, dans la vie des Français depuis plus de 55 ans. On touche toutes les populations, tous les milieux, quel que soit votre niveau d'études. Vous devez vous loger, habiter, dormir quelque part ce soir. Donc pour Orpi, c'est très important de pouvoir rencontrer, s'enrichir, découvrir de nouveaux acteurs, réfléchir ensemble, donner notre vision d'acteurs de terrain, parce qu'à agent immobilier, eh bien, on met en rapport des gens qui veulent habiter, quitter, déménager, c'est notre quotidien. Donc c'était important pour nous d'être présents et de s'enrichir à vos côtés. Nous n'avons pas assisté en France depuis la crise sanitaire à un retour dans la bamboche. Vous vous souvenez sans doute de cette phrase restée célèbre durant le confinement, la bamboche, c'est terminé. C'était une phrase prononcée par le préfet du centre de Val-de-Loire au moment, vous savez, de la période des couvre-feux. Et si vous avez le sentiment de ne pas avoir assisté à des lendemains qui chantent, à une grande fête généralisée qu'on nous promettait pourtant durant le confinement, quand on pensait au monde d'après-confinement, je pense que vous avez raison. La ville Nouveaux Horizons, nous sommes ensemble depuis ce matin ici en direct à Nice et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux du Point sur lepoint.fr. Alors, quelle place pour les seniors en ville? C'est le beau plateau qui va nous permettre de finaliser en beauté cette journée ensemble. Étienne Journal avec vos invités. Je te laisse le soin Les seniors, oui c'est ça la grande question. Est-ce qu'on leur fait assez de place en ville? Est-ce que les villes sont faites pour eux? Est-ce qu'on les chasse pas parfois? Est-ce que la ville est accueillante pour eux? Est-ce qu'on a le droit de vieillir en ville, tout simplement? Heureux et content. Et alors, on a autour de la table un panel formidable. À ma gauche, il est souvent à gauche d'ailleurs, Jérôme Guedj, oui, peut-être, député auteur d'un plaidoyer pour les vieux qui avait été remarqué. C'était quand? C'était en 2013? Il y a 10 ans, ben voilà. Et livre qui, pour le coup, n'a absolument pas vieilli. Et on en reparlera tout à l'heure. À ma droite, Serge Trigano, entrepreneur, fondateur, entre autres, des Mama Shelter et initiateur de résidences pour personnes âgées qui ne s'appelle non pas Santa Barbara, mais Casa Barbara. Et on en parlera parce qu'apparemment, il y a un projet à Nice. À ma gauche, Omar Belloussif, directeur médical de La Poste Santé et Autonomie. Et last but not least, Jennifer Salbarbosa, adjointe au maire de Nice, conseillère métropolitaine de Nice, de Nice-Côte d'Azur et vice-présidente du CCAS de Nice. Ce qui compte beaucoup, c'est une mission extrêmement importante. Alors bienvenue à vous tous. J'ai envie de commencer par vous, Jérôme Guedj, qui est toujours dans le plaidoyer. Concrètement, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'on traite mal les personnes âgées en ville? La ville, elle est souvent le révélateur de l'ensemble de la société. Le problème principal qu'on a aujourd'hui, c'est celui de l'invisibilisation des personnes âgées, pas uniquement dans la question de l'environnement urbain, de la place des villes, mais tout simplement dans le débat public, dans les faits de société. Il y a cette relégation involontaire, souvent implicite, mais qui est très présente. Je prends qu'un seul exemple. On est avec un grand organe de médias. Les personnes âgées de plus de 60 ans, c'est 20% de la population française. Le CSA, à l'époque où il s'appelait encore comme ça, maintenant l'ARCOM avait fait une enquête en 2019, c'est 6% de la représentation à la télévision. C'est-à-dire que, ce qui est quand même un des vecteurs aussi de construction de l'image des uns et des autres, il invisibilise les personnes âgées. Et donc, s'agissant des villes,
elles n'ont pas été pensées historiquement, pas plus que l'ensemble des autres acteurs de la société, pour faire face au phénomène majeur qu'on est en train de vivre, qui s'appelle la révolution de la longévité. Il faut vraiment l'avoir présent en tête. Le moment que nous vivons, c'est celui d'une triple massification, s'agissant des seniors, qui est un concept très large, parce qu'il embrasse quasiment 40 ans de vie. Du retraité actif au moment du départ à la retraite, aux alentours de 62-63 ans, jusqu'au très grand âge des centenaires, qui vont être plus de 150 000 dans les 10 années qui viennent. Massification donc des retraités actifs, massification des fragiles, massification de ceux qui sont en perte d'autonomie. Et cette révolution de la longévité, il n'y a pas un compartiment de la vie sociale, de la vie économique, de la vie politique, de la vie culturelle qui peut se dire que son activité ne va pas être impactée par ce vieillissement de la population. Je cite toujours, et je le refais, Claude Lévi-Strauss dans une de ses dernières conférences au Collège de France, qui disait que, à l'époque, on parlait de l'allongement de l'espérance de vie. Moi, je dis aujourd'hui révolution de la longévité. Il disait c'est un phénomène anthropologique aussi important que la sédentarisation au néolithique, c'est-à-dire le moment où nos ancêtres ont décidé d'arrêter d'être des cueilleurs et des chasseurs, mais de devenir des cultivateurs et des éleveurs, et ça a donné lieu à la civilisation, notamment à la civilisation urbaine. Et donc voilà, cette révolution de la longévité, les villes, et je termine par là pour engager le débat, ce qui est passionnant, c'est comme le vieillissement est un phénomène d'abord et avant tout territorial. On vieillit là où on vit. Et la question qui se pose dans l'avancée en âge, c'est est-ce que là où je vis, et plus on avance, plus ce cercle se réduit, dans les 500 puis 300 mètres autour de chez moi, est-ce que je trouve les services publics et privés, les biens de consommation, l'environnement qui me permet de vieillir dignement? Et la bonne nouvelle pour lancer le débat, c'est que les villes, l'agilité des villes, leur réactivité, leur inventivité, des équipes municipales, des maires, etc., fait que ce sont eux qui seront en première ligne parce qu'ils sont confrontés à une demande sociale et qui sont capables d'y répondre. De la même manière que dans les années 70, toutes les villes ont mis en place des politiques de la jeunesse. Elles vont mettre en place, maintenant, le problème c'est qu'on est dans une course de vitesse, une politique de la vieillesse qui n'est pas qu'une politique sanitaire et médico-sociale, et c'est ça l'enjeu principal. La vieillesse n'est pas une maladie, c'est un fait sociétal, anthropologique, qui suppose, on va y venir, que l'espace public, les mobilités, le logement, les activités sportives, culturelles qui sont portées sur un territoire tiennent compte du vieillissement de la population. Merci beaucoup. Madame Salbarbosel, justement, puisqu'on a une élue, vous êtes aussi élue, mais députée exécutive, qu'est-ce que vous en pensez, la révolution anthropologique ? Vous avez le sentiment d'avoir quelque chose, un mur qui se rapproche, c'est une vraie difficulté ? Non, mais c'est vrai que par rapport à ce que disait monsieur le député, aujourd'hui, les choses ont évolué. On part à la retraite assez tôt et en fait, on a des seniors de tous âges. Et c'est vrai qu'on concevait avant les seniors en les plaçant seulement sous le prisme du médico-social. Donc on ne parlait que de ça, de l'autonomie, du maintien à domicile, des aides à domicile, etc. Donc ça concerne effectivement certains seniors, mais il faut voir ça différemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des seniors qui sont actifs, des seniors qui sont grands-parents, des seniors qui sont bénévoles, des seniors qui continuent à travailler, qui continuent à avoir une activité. Et donc, tout l'enjeu d'une ville est de proposer une politique senior qui soit adaptée à toute cette population. Et donc d'avoir à la fois une politique d'attractivité pour leur proposer un panel d'activités qui soit adapté à chaque âge finalement et à chaque personnalité. Donc ça va passer par de l'animation, ça va passer par des activités culturelles, ça va passer par du sport. Et d'ailleurs ce matin, nous faisons des activités sportives dans les jardins de la ville de Nice et nous avions des cours de hip-hop pour nos seniors. Donc, des cours de hip-hop pour les seniors. Exactement. Exactement. Et ça commence à quel âge senior pour vous? C'est l'âge de Joe Star? Moi-même, j'ai du mal à les suivre, j'avoue. Mais je vous avoue que je les ai vus faire et qui sont extrêmement actifs. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, il ne faut plus le voir sous le prisme simplement du médico-social, mais quelque chose de beaucoup plus large. Et c'est comme ça que les villes sont très attractives pour accueillir nos seniors. C'est en proposant tout un panel d'activités large et ouvert pour tous les âges, en fait, finalement. Alors, je me tourne vers vous, maire Belousif. Est-ce qu'il y a un trou dans la raquette, de ce point de vue-là, d'après vous, dans la société, dans la vision? Est-ce que vous partagez, par exemple, le jugement de l'avis de Jérôme Guedj sur le sujet? C'est-à-dire qu'on a une invisibilisation, on ne le voit pas assez, on ne les voit pas assez?
Alors bien sûr, je partage la vision. Alors moi, je ne sais pas si les seniors ont disparu des villes. En fait, on ne les voit pas. Donc je pense qu'il y a un problème de visibilité. Il est un fait que les seniors d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Donc ils paraissent moins vieux, et heureusement. Mais je pense qu'il faut aussi aborder la question de la ville, des seniors, avec une perspective dynamique autour de l'évolution démographique des seniors. Donc, il a été dit donc, que les seniors représentaient 20% de la population, et cette proportion va croître. Et ça, heureusement, grâce au progrès de la science, au progrès de la médecine, mais également avec l'arrivée de la génération des baby-boomers qui prennent de l'âge et qui seront les seniors de demain. Donc, si on veut voir, je dirais, cette perspective, 20% aujourd'hui, dans 2030, ils représenteront un Français sur 3. Un Français sur 3 de plus de 65 ans, 12 millions de Français auront plus de 75 ans, et la majorité des seniors souhaitent rester chez eux. Souhaitent rester chez eux, c'est-à-dire dans leur quartier, dans leur environnement. Mais il vaut mieux d'ailleurs, non ? C'est très bien. Certains veulent partir, couler une retraite sous des cieux peut-être un peu plus cléments, mais la grande majorité des Français veut rester au domicile, et ça veut dire qu'il va falloir, face à ces changements aussi, savoir adapter la ville, adapter l'environnement, effectivement, pour répondre à ces nouvelles attentes des seniors qui, encore une fois, ne sont pas celles d'hier. Mais alors, si je reviens quand même à... Alors pardon, Serge Trigano quand même. Vous lancez dans le business, c'est-à-dire qu'après avoir été dans le loisir, les vacances, vous dites c'est les vraies grandes vacances, c'est-à-dire c'est la retraite, c'est ça qui votre nouveau marché, votre nouvelle... D'abord, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste du monde des seniors par rapport au panel d'aujourd'hui. Moi, toute ma vie, ça a été d'essayer d'apporter du bonheur aux gens. Au Club Méditerranée ou au Mama Shelter, notre marque de fabrique de la famille, c'est ça. C'est de casser la solitude et d'apporter du bonheur aux gens. Alors, me voyant vieillir et à mon grand âge, je suis en train de voir qu'est-ce qu'il faudrait imaginer demain. Et j'ai pensé que notre petit savoir-faire sur cette capacité à apporter du bonheur aux gens pourrait s'appliquer aussi au monde des seniors. Et c'est comme ça qu'on a conçu l'idée de Casa Barbara, qui est un lieu qui est ouvert sur la ville, pour reprendre... Pourquoi Casa Barbara d'ailleurs comme nom ? Parce que Barbara, c'était le prénom de ma belle-mère qui est décédée dans une maison en Allemagne et qui me racontait comment ça se passait et que ça m'a donné un certain nombre d'idées. Voilà. Et c'est comme ça que c'est venu. Et encore une fois, l'idée, c'est que ce soit beau. On a pris une décoratrice de talent, qu'on y mange bien. C'est un des plus grands chefs français, Pierre Gagnère, qui officialise. C'est un couple d'anciens du club qui le font vivre, qui apportent la fête et qui font vivre ça, qui sont sur le site avec leurs enfants, leurs chiens et ainsi de suite. Et l'idée, c'est encore une fois, de casser la solitude. Ça s'adresse à une population qui a vieilli. Très souvent, on a perdu l'homme ou la femme de sa vie. On se retrouve seul dans un appartement. Les enfants viennent vous voir de temps en temps, mais on est seul. À Casa Barbara et dans d'autres, on n'est pas les seuls à le faire. L'idée, c'est à la fois, vous avez le côté privé de votre appartement et en même temps, vous avez toutes ces parties communes. Donc, l'idée, c'est de casser la solitude. Et je crois, de ce que je lis, de ce que j'apprends, pour bien vieillir et vieillir longtemps, il faut que la tête et le corps fonctionnent. Voilà. Donc, il y a des activités ouvertes sur la ville et on fera sûrement des tas de choses demain avec la ville de Nice. Des activités de sport, des activités culturelles. L'idée, c'est de faire marcher sa tête. On a pris un accord avec l'INA pour passer des vieilles émissions de télé, pour qu'il y ait aussi un petit brin à la fois de modernité et de nostalgie, qu'on voit une vieille 5 colonnes à la une ou un vieux débat politique. Voilà, c'est ça, c'est de faire s'ouvrir sur la ville, casser la solitude et faire marcher sa tête et son cœur. Mais c'est un marché énorme aussi. Ben oui, comme le docteur vient de le dire, c'est un marché gigantesque. Les baby-boomers, moi je suis de 46, on arrive, il va y avoir un chiffre hallucinant de gens. Après, il y a un vrai enjeu de marketing, c'est-à-dire je ne veux pas aller dans un lieu pour des vieux, donc il faut savoir comment on présente ça. Et actuellement, le vocable, c'est résidence senior service, qui est horrible, monstrueux. Faut trouver un autre truc. C'est pas une maison de retraite, c'est pas un EHPAD. Faut essayer de trouver un nom qui fonctionne et qui explique que c'est un lieu de vie
ouvert à tout le monde. Encore une fois, pas uniquement réservé à des seniors, mais ouvert à des jeunes qui se mélangent à la population. Mick Jagger est né en 43, je crois. Donc en fait, ce qu'il nous faut là maintenant, c'est créer des lieux pour la génération de Mick Jagger. Absolument, c'est ce qu'on essaye de faire. Celle qui a été au concert de rock et qui n'a pas envie non plus de finir autrement que dans un esprit rock. C'est exactement ça. Apparemment, il y a aussi des personnes âgées qui aiment le hip-hop alors que c'est peut-être pas forcément leur époque. Mais Pourquoi pas? Non, mais le hip-hop, c'est génial. Hein. Et les personnes âgées qui en font, elles sont beaucoup plus dynamiques que moi. Hein, et que nous tous autour de la table. Hein. alors, je voudrais quand même purger une vraie question sur les villes qui insistent toutes sur l'usage du vélo. Toutes, à peu près partout dans le monde. Mais est-ce qu'au fond, est-ce que c'est pas un peu hostile pour les personnes âgées? Parce que à partir d'un certain âge, le vélo, c'est quand même pas aussi facile. Et moi, je me sens d'ailleurs à la limite de ça, parce que ma forme diminue un peu. Mais est-ce que, très franchement, une politique de vélo, est-ce que c'est pas une politique anti-vieux? Alors, de manière générale, la question, c'est quoi les adaptations qui doivent être faites? La méthode, c'est de voir la ville avec un œil de vieux. C'est-à-dire considérer que les fragilités qui peuvent être liées au vieillissement supposent de repenser à la fois l'aménagement des espaces publics, les mobilités, les transports en commun, l'habitat, l'accessibilité au commerce. Et en faisant ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a toujours cette espèce de réticence, ce qu'évoquait Serge Trigano. Si on dit que c'est pour les vieux, on a l'impression que c'est ringard et que c'est repoussoir. Voir la ville avec un œil de vieux, en réalité, c'est introduire un peu de lenteur dans la ville, un peu de douceur, un peu de bienveillance, et donc ça bénéficie à l'ensemble de la population. Et s'agissant précisément de la question des mobilités, ce qui est fascinant, c'est que la question de la transition démographique, elle rejoint très clairement la question de la transition écologique. On est sur les mêmes thématiques. Carlos Moreno a théorisé le concept de la ville du quart d'heure, au nom de la sobriété écologique. Il s'avère que cette ville du quart d'heure, c'est la même chose pour les personnes âgées. Si, à proximité, dans le rayon de 300-500 mètres autour de moi, je trouve l'ensemble de ces solutions, les commerces, les médecins, les services publics dont j'ai besoin, alors je vais pouvoir bien vieillir. Et sur les mobilités, il y a... moi, j'aime pas ce terme, il a été évoqué auparavant, c'est la question de la marchabilité de la ville. Parce que le facteur premier, il y a deux facteurs essentiels pour un vieillissement dans de bonnes conditions et notamment pour éviter la perte d'autonomie. C'est la question de la qualité de l'habitat. Voilà. Donc soit mon habitat est adapté et dans ce cas-là, ça va, soit il faut engager une politique d'adaptation de l'habitat, mais c'est compliqué parce qu'on ne pense à le faire que quand on a eu un pépin, soit culturellement, il faut commencer à se dire je ne suis pas obligé de vieillir là où j'ai toujours vécu. Et dans le parcours résidentiel de la personne âgée, moi je crois beaucoup aux solutions nouvelles d'habitat, des nouvelles formes de chez soi qui, comme les résidences services seniors, j'aime pas le nom non plus, les colocations, les petites formes d'habitat, et d'intégrer qu'on peut y aller et d'être sensibilisé à y aller en amont. Ça, c'est l'habitat, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est la sédentarité, parce que la sédentarité, elle a deux conséquences. C'est de la perte d'autonomie, voilà. Mais c'est aussi que si je ne bouge pas, vous savez, c'est comme dans la chanson de Brel, du lit au salon, puis du lit au fauteuil et du lit au lit. Et si je ne bouge pas, ça veut dire que je n'ai pas non plus de lien social. Et l'isolement, c'est un des fléaux majeurs s'agissant du vieillissement. Et donc, la manière dont je vais pouvoir sortir de chez moi, pas uniquement pour le bien-être de l'activité physique, même si c'est absolument indispensable, mais aussi pour nouer de la relation. Et donc, la question de cette marchabilité des mobilités, elle est cruciale. Donc on voit des villes qui, par exemple, je prends l'exemple de la ville de Nancy, a mis en place un plan banc. Parce que les bancs publics avaient disparu de l'espace public depuis des années, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Parce qu'on craignait que des jeunes y squattent, ou que des SDF y passent la nuit, etc. Sauf que le message subliminal terrible qui était envoyé aux personnes âgées, c'est quand vous avez besoin de marcher et de vous reposer tous les 200 ou 300 mètres, il n'y a plus de bancs. Et donc, on n'a pas dit aux gens restez chez vous, mais ils l'ont bien compris. Et pour répondre enfin à la question, le vélo, c'est un mode de mobilité qui répond aux enjeux de transition écologique, de pratique physique, mais qui doit aussi être pensé pour les personnes âgées. Regardez, l'occupation de l'espace public, par exemple, par les trottinettes, est un problème majeur
pour la mobilité des personnes âgées. Là où il y a des trottinettes, il y a des inquiétudes pour les personnes âgées. Il faut être absolument drastique sur le fait qu'elles ne sont pas sur les trottoirs et menacent les personnes âgées. Donc le vélo, oui, pour les personnes âgées, mais je vois manifestement que ça correspond à une problématique réelle. Mais voilà, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est que la porte d'entrée à un moment donné, c'était de dire super, il faut développer des mobilités en partage, c'est bien, c'est machin, mais on ne s'est pas posé la question de se dire que ça allait poser des problèmes aux personnes âgées. Et en sens inverse, dans les vélos qui sont en libre service, on commence à avoir des villes qui vont mettre en place des vélos dont l'ergonomie est adaptée aux personnes âgées, de type triporteur, plus stable, plus facile à utiliser, et surtout pas en le faisant en disant c'est pour les personnes âgées. C'est une autre forme de mobilité. Il ne faut jamais faire quelque chose propre pour les personnes âgées parce que sinon c'est stigmatisant. Et quand on stigmatise la personne âgée, elle n'aime pas trop. Donc je prenais l'exemple de Nancy, je peux prendre l'exemple de Nice. J'étais ce matin avec mon ami Olivier Guérin, qui est professeur au CHU de Nice et qui a été élu à Nice et qui rappelait, puisqu'il accueillait la ministre Agnès Firmin-Le-Bodo, il rappelait que Nice c'est un super laboratoire sur ces enjeux-là parce que Nice vit d'une certaine manière 10 ans avant les autres parce qu'il y a déjà 30% de la population qui a plus de 60 ans. Et donc Nice, depuis déjà de nombreuses années, a intégré dans sa politique municipale la question de la prise en compte du vieillissement. Et encore une fois, je le dis, pas que sur la question des solidarités du CCS, même si c'est extrêmement important, je le dis devant l'élu en charge de ces questions, mais de manière transversale dans l'ensemble des politiques. Et c'est ça le vrai changement d'approche. Tant qu'on regarde le vieillissement comme un problème de maladie, de santé, c'est déjà trop tard. Ce qu'il faut, c'est le prendre en amont sur l'habitat, le logement, les mobilités, le lien social, la lutte contre l'isolement. Et celles des villes qui auront commencé à le faire, elles vont s'épargner une crise du vieillissement, parce que moi, je suis très optimiste par nature, mais si on ne fait pas gaffe, alors on peut avoir des situations très problématiques. Ce pays a quand même cette particularité d'attendre le dernier moment pour traiter les problèmes. Et tout l'enjeu, c'est l'anticipation, avec une situation qui est super intéressante et que Serge Trigano connaît bien, c'est que les vieux de demain ne sont pas ceux d'hier. Et la génération qui arrive, celle des boomers, elle est attachée à deux choses. Elle a grandi avec le concept d'autonomie et de libre choix. C'est eux qui ont pu gagner la libération sexuelle, c'est eux qui ont gagné des nouveaux droits. Et bien de la même manière, ils ne veulent pas que quiconque décide à leur place de leur manière de vieillir, de où ils vont habiter dans tel type de case. Et dans le même temps, c'est la génération qui a accompagné le consumérisme, la société de consommation. Et donc, quand elle paye pour quelque chose, elle en veut pour son argent. Que ce soit un service privé ou un service public, elle va pas dire « pardonnez-moi d'être là et d'être encore là ». Et je trouve ça super intéressant parce qu'ils vont obliger tous les acteurs privés et publics à hausser le niveau des réponses qu'on apporte et pas à se contenter d'une réponse un peu dégradée pour les personnes âgées, mais d'aller chercher l'excellence. Pardonnez-moi, merci beaucoup, de revenir au niveau du bitume, mais quand même, je voudrais que tout le monde me réponde sur le vélo, là. Non ? Le vélo, ça vous dites pas, le message qu'on envoie, c'est... Mais le vélo, c'est quelque chose de bien. Le vélo, c'est une forme de prévention aussi. Parce qu'en fait, le vélo, ça concerne toutes les générations d'abord. Donc, pas que les personnes âgées, pas que les jeunes, tout le monde. Donc, tout le monde se préoccupe aussi de la mobilité douce, de la planète, donc veut aussi participer à cet effort-là. Mais c'est une sorte de prévention. Et sans avoir à l'esprit qu'on fait de la prévention pour les personnes âgées, en fait. Tout simplement parce qu'on continue à faire du sport pour se déplacer. Donc finalement, c'est une bonne chose qu'on puisse développer ça dans la ville, parce que chacun se dit, finalement, le réseau est amélioré, les gens peuvent se déplacer plus facilement, et finalement, aujourd'hui, plus c'est accessible, plus c'est facile, plus tout le monde va se dire, je peux le faire, parce que c'est facile, parce que c'est simple, et donc... Du coup, tout le monde va le faire, que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes, et donc ce n'est pas stigmatisant. Et ça, c'est important de ne pas stigmatiser les populations et de ne pas les confronter les unes aux autres. Parce que quand on est senior, on n'a pas envie de dire qu'on est senior. Moi, mes parents, si je leur dis qu'ils sont seniors, ils le prendront très mal. Ah oui. Voilà, ils le prendront très mal. Parce qu'ils ne se sentent pas vieux dans leur tête, ils ne se sentent pas seniors. Alors ici, on est senior à partir de 55 ans. Mais donc du coup, nous, on ne dit pas senior, on dit 55 plus. Voilà, au moins comme ça, chacun se voit où il a envie de se voir. Ouais. Mais parce que c'est un petit peu stigmatisant. On a à l'esprit, les grands-parents d'hier ne sont plus les grands-parents d'aujourd'hui. Enfin, les choses évoluent, les mentalités évoluent et les personnes évoluent. Et effectivement, aujourd'hui, on n'est pas senior de la même manière qu'hier.
Moi, mes grands-parents étaient des personnes qui n'étaient pas actifs, qui venaient me chercher à l'école et qui n'avaient que ça à faire de toute leur journée. Ils étaient heureux de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, on a des personnes âgées, des personnes qui sont à la retraite, qui vont chercher leurs petits-enfants, mais qui ont un emploi du temps extrêmement chargé et qui me disent aujourd'hui, je peux aller chercher tes enfants, moi demain, je vais au ciné, je vais voir telle expo, je vais faire tel truc. Écoute, trouve-toi quelqu'un d'autre. Voilà, les choses évoluent, les gens évoluent. Merci. Mais il y a quand même des sujets. Alors, Monsieur le Ministre, je voudrais quand même vous évoquer ce sujet, parce que je sais que vous faites des choses dans ce domaine-là. C'est ce qu'on appelle les pièges. Et alors, j'avais une discussion hier avec Christian Estrosi, d'ailleurs, à ce propos, en disant, mais finalement, un nid de poule sur une route, il y a des gens qui passent une fois de temps en temps, une fois par jour, et ils vont avoir un petit bump sur leur voiture. En revanche, un trou dans le trottoir, c'est beaucoup plus gênant. Et en plus, il y a des gens qui prennent des vrais risques avec ça. Est-ce que ce sujet des trous dans le trottoir, je n'avais jamais pensé à ça avant, pour tout vous dire, mais apparemment, c'est un sujet. Vous appelez ça des pièges. Clairement. Clairement, c'est un sujet. Je pense qu'il faut, on a parlé de l'aménagement de la ville, des structures, l'habitat, les lieux d'échange. Il faut rassurer aussi les seniors. C'est-à-dire que quand on est un jeune senior, on va dire, voilà, je suis officiellement un senior depuis pas mal d'années, et comment ça ? Effectivement, je ne me sens pas vieux, et je pense que je ne me sentirai pas vieux avec le temps, et je vais attendre qu'on me traite comme on me traite aujourd'hui, ou comme on me traitait il y a 10 ou 20 ans. Donc je ne me vois pas changer. En revanche, je peux être confronté à certains pièges. Des trous dans la chaussée, des trous sur le trottoir, ou je ne sais pas si vous avez déjà remarqué aussi, parfois il y avait des piquets en métal pour éviter que les voitures ne se garent, qui ont été supprimés, et malheureusement avec un petit, un reste, disons, de quelques centimètres. Ça suffit pour faire chuter une personne. La chute, c'est dramatique à partir d'un certain âge. C'est dramatique parce que c'est l'hospitalisation via les urgences, avec tout ce que cela peut comporter comme effet, avec des personnes, on n'en a pas parlé, mais le vieillissement, c'est malgré tout une diminution progressive de ses capacités fonctionnelles. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la même forme qu'il y a 20 ans. Et ça, c'est très progressif, on ne le sent pas. Et sous l'effet d'un stress important, comme peut-être une hospitalisation en urgence, a fortiori s'il s'agit d'un traumatisme, c'est un facteur qui peut faire basculer des seniors. Et là, la question du retour à domicile peut se poser. La question de l'organisation du domicile, des aides, etc. Et ça, c'est un casse-tête incroyable pour quiconque. Donc il faut rendre la ville plus accueillante, plus inclusive, comme on dit. Je pense qu'il faut aussi rassurer et faire en sorte que les choses soient sécurisées pour les seniors, qu'il n'ait pas cette appréhension pour sortir. Et puis le vélo, alors pour quand même répondre à votre question, formidable le vélo. Alors, formidable. Il faut faire du vélo. C'est effectivement de l'activité physique sans s'en rendre compte. Quand on sait que des facteurs également de maintien d'un vieillissement réussi, en bonne santé, sont l'activité physique en premier lieu, ça prévient même la maladie d'Alzheimer, les interactions sociales, donc toutes les stimulations cognitives, la nutrition, quand on fait du vélo, on a envie de bien manger. Le vélo permet aussi d'étendre son périmètre. Sans vélo, effectivement, je tournerai à 300, 500 mètres de chez moi. Le vélo me permet d'aller vers les autres, d'entretenir des relations, des interactions sociales et d'aller garder cette curiosité qui constitue justement cette stimulation cognitive qu'il ne faut absolument pas perdre. Alors, je me tourne vers vous, Serge Tricano, sur la question de les villes. On veut en être, hein, c'est le fameux New York, I want to be a part of it. Est-ce que le sujet de mettre des endroits pour vivre dans les villes, c'est pas ça, c'est de rester dans la société, de ne pas être mis à l'écart, de ne pas réduire. C'est ça votre concept ? Oui, c'est ce qu'on va essayer de faire. On parle des activités, on parle beaucoup de l'âge de la retraite aujourd'hui. Moi, je crois que ce qu'on va essayer de faire à Casa Barbara, et j'irai voir Madame l'adjointe à la ville, c'est
c'est de donner aussi du travail à la limite aux gens, qui est une raison d'être. Bon, c'est bien d'aller voir une exposition, c'est bien d'aller au cinéma, mais j'ai aussi envie de faire marcher ma tête. Et peut-être qu'on peut voir demain avec l'administration des villes, comment est-ce qu'on peut utiliser le savoir-faire formidable de ces seniors qui peuvent transmettre leur savoir-faire. Il n'y a plus de problème de compétition à des jeunes qui ne leur prendront pas la place, il n'y a pas de place à défendre, et qui pourraient comme ça être stimulés en venant travailler 1 heure ou 2 heures par jour dans une mairie pour apporter leur aide sur un certain nombre de sujets. Voilà, moi encore une fois, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Je ne dis pas qu'on réussira. Ce qu'on va essayer de faire, c'est ça. C'est un cadre qui soit plutôt beau, ça on sait faire, on mange bien, c'est pas très compliqué, mais effectivement après c'est la solitude et faire marcher ce que vous dites, monsieur le cher docteur, voilà, faire marcher des choses avec la musique, la fête, et peut-être aussi faire travailler les gens, et ça c'est la ville qui l'offre. Alors, vous parlez du sujet de marketing, parce que c'est vrai que résidence, senior, service, en fait tout ce qui tourne autour du grand âge, souvent il y a un côté un peu plombant, rien que dans les mots qu'on utilise. Et un peu triste, etc. Vous avez fondé votre business, le Mama Shelter, c'est fondé sur l'humour. Il y a toujours des blagues quand on y est, il y a toujours une manière de s'adresser aux clients, on rigole toujours un petit peu. Est-ce que c'est pas aussi ça le sujet? Comment ne pas générer de l'ennui? Pourquoi est-ce que quand on parle des vieux, ça doit être ennuyeux? Non, c'est pas obligé. Ah non, enfin, en tout cas, c'est bien évidemment ce qu'on va essayer de faire. D'ailleurs, moi, j'offre 1 semaine de vacances gratuites dans un Casa Barbara à la personne qui me trouvera le meilleur nom pour remplacer résidence service senior. Voilà, c'est l'offre promotionnelle de la soirée. Jérôme Guedj, je voulais réagir là-dessus. J'ai pas la réponse tout de suite, mais vous voyez, pour moi, c'est l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une réponse, une initiative privée pour répondre à un besoin. La puissance publique, elle a des choses à faire. Elle a à moderniser les EHPAD, elle a à améliorer l'accès aux soins, le nombre de personnels qui peuvent intervenir, mais on ne traitera la question du vieillissement que si c'est l'ensemble des acteurs. Je suis à côté de la Poste. La Poste fait évoluer sa mission en tenant compte du vieillissement de la population, parce que la figure du facteur est une figure de confiance absolument précieuse, notamment pour lutter contre l'isolement. Et il y a des expérimentations qui sont menées en Occitanie en ce moment, où les facteurs, avec un outil sur smartphone, en lien avec l'université, le CHU de Toulouse, c'est une démarche de repérage des fragilités. Mais parce que c'est beaucoup plus simple, parce que le facteur, il est déjà au domicile de la personne. On le connaît, on a l'habitude. Et donc, je trouve ça fascinant qu'une grande entreprise comme la Poste, que des initiatives privées, moi, j'ai eu des contacts avec des acteurs, par exemple, des bailleurs sociaux qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'on fait évoluer notre métier. Là aussi, avec le gardien d'immeuble, on l'a beaucoup vu pendant la crise Covid, qui, là où il avait une fonction habituelle, qui est l'entretien, etc., il se rendu compte qu'il y avait une mission nouvelle, qui était de repérer des fragilités, oui, d'aller vers les personnes, de travailler avec les déclin, gardien d'immeuble, métier qui était en déclin, parce qu'on a beaucoup vu des gardiens qui gardaient beaucoup plus d'immeubles qu'avant. En fait, c'est un métier qui a plutôt été réduit ces dernières années, mais oui, qui au nom d'une forme de rationalisation budgétaire pour maîtriser les charges. Sauf que quand on se rend compte, les Anglais ont un terme, les Américains ont un terme qui s'appelle le vertical hedging. Il y a des bailleurs sociaux pour lesquels aujourd'hui déjà 30% des résidents ont plus de 65 ans. Et comme il n'y a pas de turnover, quasiment très peu dans le parc social, et surtout passé 65 ans où vous avez un droit jusqu'à la fin de votre vie d'y rester, ça veut dire que ces endroits-là, dans 15 ans, il va y avoir la moitié des gens qui ont plus de 70 ans. Et donc le métier même du bailleur social doit forcément changer. On doit accompagner, on doit être d'une certaine manière un prestataire de service qui travaille en lien avec la ville, en lien avec les associations, etc. Donc la bonne nouvelle, c'est que il peut y avoir cette prise de conscience. Et je le redis parce que sinon, on a des facteurs de crise. Vous parliez de la question de est-ce que la ville peut être dangereuse pour les personnes âgées? Oui. Et il faut qu'on regarde des sujets avec lucidité. Vous parliez des chutes. Il y a 400 à 500 000 chutes de personnes âgées chaque année. Il y a 10 000 morts. Alors on a deux manières d'appréhender les choses. On se dit les vieux, c'est normal qu'ils tombent et c'est normal qu'ils meurent. Voilà, une sorte de fatalité, de fatum. Et on dit, on ne fait pas autrement. Si on avait tenu ce discours au début des années 70, moi je suis né en 72, il y avait 16 000 morts sur les routes. On a considéré collectivement, alors qu'il y avait quand même que 45 millions d'habitants ou 50 millions d'habitants, et beaucoup moins de gens qui avaient des voitures. On a considéré collectivement que c'était un enjeu de santé publique majeur. Et donc on a fait des progrès dans les différents domaines.
on a amélioré la qualité des voiries, on a amélioré la qualité des voitures, on a sanctionné les gens qui conduisaient bourrés ou n'avaient pas la ceinture, et à un moment donné, collectivement, on est descendu à moins de 3000 morts aujourd'hui. Sur les chutes, c'est la même chose. Et donc, un maire d'une ville, il doit se poser la question, et je parle de ça parce que c'est des choses, on était sur le pôle fragilité du CHU de Nice, c'est-à-dire comment l'aménagement urbain ? Est-ce que là où il y a des pavés, est-ce qu'on peut avoir des pavés à raser ? Parce que les jolis pavés, c'est bien, ça peut plaire, mais pour une personne âgée, c'est un facteur de chute. Et en réalité, ça enquiquine tout le monde, parce que si je suis avec une poussette ou avec des béquilles, ça va m'enquiquiner des pavés aussi. C'est pour ça que je redis, quand on voit la ville avec un œil de vieux, en réalité, on répond à des enjeux de bien vieillir dans la durée, et on fait une ville plus douce pour tout le monde. Ce n'est pas une ville pour les vieux, c'est une ville pour tous les âges, tous les usages, tous les partages. Je voudrais que chacun d'entre vous, en conclusion, me donne une idée, quelque chose qu'il faudrait faire pour la ville, pour les personnes âgées, une envie, une idée. Serge Tricano, c'est vous. Moi, je reste sur la même idée, offrir de l'activité et, si possible, offrir du travail. Faire travailler les gens âgés, que chacun puisse à la fois transmettre son savoir, se sentir utile à la société, puisse faire des choses passionnantes. Je crois que c'est ça qui permet de retarder le vrai âge de la vieillesse. Madame Salvarbosa. Je vais dire à peu près la même chose, je ne veux pas être redondante, mais en fait, je pense que le vrai enjeu, c'est la prévention. Et que la prévention, comment on y arrive ? On y arrive en faisant une véritable politique d'attractivité, une véritable politique d'animation pour les seniors. Et donc voilà, on peut... Parce qu'en fait, quand on fait des balles pour les seniors, quand on fait des activités, c'est pas simplement un bal. La personne, le matin, elle va se lever, elle va se préparer, elle va se faire belle, elle va avoir envie de sortir de chez elle pour aller créer du lien social. Et en fait, c'est un prétexte, finalement, le bal, une retrouvaille, un événement sportif, un événement culturel. C'est un prétexte pour, finalement, se forcer à faire quelque chose. Parce qu'à un moment donné, alors je ne dis pas tous les âges sont différents, mais à un moment donné, des fois, on a du mal on a plus de mal qu'avant à faire des choses. Et donc finalement, cette politique-là d'animation forte dans une ville participe à la prévention du vieillissement. Omar Belloussif. Oui, alors moi j'apporterai là encore un autre angle. Le vieillissement, c'est l'apparition de fragilité. Alors Jérôme Guedj a évoqué des expérimentations que la Poste a menées avec le CHU de Toulouse pour justement éviter que ces fragilités ne progressent et diminuent les capacités des personnes. Ça veut dire qu'il faut à la fois mettre en place, pour moi, des actions de prévention justement de ce déclin de manière énergique. Ces actions de prévention, elles s'adressent à des personnes qui ne se sentent pas diminuées, on est tous en forme bien sûr, mais ça veut dire qu'il faut aussi aller vers des personnes pour les informer de l'existence et de l'importance capitale de la prévention, avec une bonne nouvelle, c'est que si on y agit suffisamment tôt sur ces fragilités, elles sont réversibles et donc on retrouve notre pleine capacité. Un autre point, c'est les personnes qui sont vieillissantes, qui ne se voient pas vieillir comme on l'a dit, et qui ignorent qu'elles ont des droits, qu'elles peuvent recourir à des aides. Donc il y a aussi une information à leur apporter. Et tout cela, ça ne peut se faire qu'avec une action énergique et efficace de aller vers ces populations pour pouvoir faire en sorte qu'elles bénéficient de tout ce dont elles peuvent prétendre. Deux mots. En un mot, les sous Pompidou. Une priorité, lutte contre l'isolement des personnes âgées, parce que ça, c'est un véritable fléau. Et je vous ai dit, voir la ville avec un œil de vieux, moi j'ai fait une suggestion à tous les décideurs. Aujourd'hui, il y a des exosquelettes, il y a des combinaisons de simulation du vieillissement. Il faut passer une journée avec. Moi j'ai fait l'expérience. On met une combinaison, on vous réduit le champ visuel, on vous réduit l'audition, on fait des pressions et prenez le bus, prenez une voiture, marchez et en ressentant physiquement ce qu'est le vécu d'une personne âgée, je pense que ça aiderait à bien améliorer beaucoup des décisions publiques. Et Étienne Jarnel, il faut essayer cette combinaison. Je vais l'essayer, voilà, promis, j'essaierai. Merci à tous, merci infiniment à tous nos intervenants. C'était formidable et vive les vieux. Merci à vous aussi d'avoir été là tout au long de la journée. Nous vous retrouverons dans quelques mois à Nice, Étienne, pour Neuroplanète, le grand forum du point sur la neuroscience et le cerveau. Le rendez-vous est déjà dans les tablettes les 10 et 11 mars 2023. Au revoir.